Voilà, CLAPS. Donc, c'est à l'occasion d'une rencontre avec Terre de Culture, qui place des migrants dans des fermes et qui rencontre un certain succès. On a discuté éventuellement de faire une présentation et de se départager le travail. Moi, j'allais présenter le milieu professionnel en Afghanistan avant la migration, et puis Terre de Culture allait présenter leurs activités donc après la migration. Voilà. Alors, donc plus souvent dans les livres et les travaux de recherche sur l'Afghanistan, les gens se sont intéressés à la politique, à la guerre et à ces choses-là. Et moi, j'ai pensé que c'était plutôt le milieu professionnel qui était intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu étudier les artisans d'une ville de province, Jalalabad, et étudier tous les activités artisanales avec les gens qui passent du matin au soir dans leurs ateliers 6 jours sur 7, à peu près. Voilà. Donc ils transforment les métaux, le bois, les restes d'animaux, l'argile, le tissu, les pierres. Et j'ai voulu comprendre pourquoi ils travaillent tous réunis et pourquoi certains, du fait de leur profession, sont considérés à part, différents, au point où les autres refusent souvent de se marier avec eux. Alors le cas des barbiers est assez connu. On m'a présenté ça comme une exception, mais en fait j'ai retrouvé la même distance avec d'autres milieux comme les blanchisseurs et les potiers par exemple. Bon, en fait j'ai très vite compris, c'est qu'en Afghanistan on ne devient pas barbier, blanchisseur ou potier, mais on est dans un milieu et il est assez difficile d'en sortir. Et d'après les Afghans, quiconque exerce les Afghans, ils considèrent quiconque peut exercer le métier de son choix, mais en fait, quand on regarde précisément, on se rend compte que tous appartiennent à des clans qu'on appelle des qaums, et que les savoir-faire et les contrats sont partagés à l'intérieur de ces clans. Alors, bon, ça rappelait bien sûr l'organisation en caste qui est répandue à travers tout le sous-continent indien. Et c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié dans la thèse, dans une thèse que j'ai écrite, pour essayer de comprendre la distance avec les artisans. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, les professionnels qui transforment leur milieu, qui ont un rôle dans les rites communautaires, qui sont dépendants des autres et parfois où les femmes participent à certaines tâches, bon, c'est une explication de cette distance par rapport aux artisans. Voilà. Alors là, je vais vous parler un peu de l'apprentissage, des freins de la mobilité professionnelle et des emplois journaliers. Voilà. Alors j'ai remarqué pendant les entretiens, c'est que si je parlais avec les artisans ou les professionnels de leur métier, du statut des personnes, de leur parcours professionnel ou de leurs conditions de travail, j'obtenais souvent des réponses qui étaient plutôt dévalorisantes sur le métier. Par exemple, si je demandais est-ce que tu aimes ton métier, bah, en général c'était plutôt négatif, quoi. Et donc j'ai plus souvent posé les questions aux professionnels sur leurs gestes, leur façon de fabriquer et leur savoir-faire. Et là, les mêmes personnes, quand je leur demandais comment tu fabriques ça, montre-moi comment tu tapes et tout ça, et là je découvrais que les gens étaient complètement passionnés par ce qu'ils faisaient, et ils pouvaient même, à travers les gestes, décrire l'histoire de leur métier. Voilà. Alors, voilà, là vous avez quelques photos. Donc comment ça se passe l'entrée dans le métier? Donc, en dehors de l'école, les filles restent avec leur mère et les garçons accompagnent souvent leur père sur les ateliers. Et ils commencent par manipuler des objets, de la matière, des outils avec leur grand-père.
et puis se mettent petit à petit à participer à la production en réalisant des tâches de plus en plus difficiles. Donc il y a toujours des personnes âgées dans les ateliers qui sont là pour les accompagner. Là, vous voyez, c'est des enfants qui sont très très jeunes. À 15 ans, ils savent déjà, sans savoir théorique, maîtriser, ils ont des connaissances solides sur les matières, sur l'énergie, sur les forces et l'action des outils. Et dans les ateliers, ils participent en fait à toutes les étapes de la fabrication. 15 ans, c'est déjà un âge très avancé pour des artisans. Et ils savent, ils transforment les matières, alors ils connaissent la transformation de la matière, de la matière brute jusqu'à l'objet qui va être vendu. Voilà. Alors ça c'est parce que, alors, ouais, on va y arriver. Et il est très rare que les personnes fassent une seule tâche en fait dans leurs activités. Voilà. Alors, faute de marché ou pour des impératifs commerciaux, certaines productions ont été abandonnées et ils ne fabriquent plus parfois qu'un seul objet. Alors, par exemple, les potiers à Djahaabad ne fabriquent plus que le four à pain. Ou ceux qui faisaient la tannerie, les peaux d'animaux, font que la conservation des peaux. Mais ça n'empêche pas qu'ils connaissent tous les procédés pour produire. Et par exemple, à partir du fer, les forgerons sont capables de produire une très grande quantité d'objets et ils connaissent toutes les étapes du minerai jusqu'à l'outil agricole ou forestier. Et les menuisiers, par exemple, achètent des catalogues dans les pays voisins et reproduisent tout ce qu'ils voient sur catalogue. Voilà. Un ami médecin qui venait d'une région où on fait beaucoup de production en argile, mettait pas la main à la pâte, mais il savait très bien comment fabriquer un four, comment fabriquer des matériels avec la terre. Voilà. Alors, ils prennent beaucoup de plaisir dans ce qu'ils font, mais ce qu'il y a, c'est que comme c'est souvent perçu comme une contrainte, leur travail, ils ne sont pas toujours très enthousiastes dans ce qu'ils font. Et les maîtres d'atelier critiquent souvent leurs fils en disant qu'ils manquent de motivation, qu'ils ne sont pas assez énergiques dans leur activité. On ne sait pas qu'ils sont moins bons, mais bon, dans la société récente en Afghanistan qui s'est mise à bouger tout d'un coup, les enfants d'artisans avaient envie peut-être de faire autre chose, quoi. Voilà. Alors, l'apprentissage dans ces métiers-là, ça continue jusqu'à ce que le père cesse l'activité. Et à ce moment-là, le fils aîné reprend, ou celui qui est le plus motivé, il reprend le magasin, il reçoit le matériel et surtout, il reçoit les contrats du père. Et ces contrats, en fait, les contrats, c'est des accords oraux qui sont anciens et réguliers avec des commanditaires. Et c'est la condition indispensable pour pouvoir pour que l'atelier puisse fonctionner, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de l'immobilité sociale. Alors voilà, si on peut rester sur cette image. Donc à Djahaabad, alors la superficie du marché où j'ai travaillé, donc voilà, c'était dans cette région-là, pas très loin de la capitale qui se trouve juste ici. Voilà. Alors c'est un marché à taille humaine, ça fait 1 km², mais disons qu'en dehors de Kaboul, la plupart des villes ont des marchés qui sont à peu près de la même dimension. C'est une configuration qu'on retrouve donc un peu partout. Alors j'ai commencé à travailler avec des forgerons, ils étaient 70 personnes dans une trentaine d'ateliers, et ils travaillaient tous dans la même rue. Et en fait, j'ai appris qu'ils venaient tous du même village. Et
Parmi ces 70 personnes, il y avait en tout 4 ou 5 lignages, c'est-à-dire 4 ou 5 familles, 4 ou 5 voilà, petits clans. Et en général, les mariages étaient toujours conclus à l'intérieur de ces lignages, ou éventuellement dans le clan des forgerons. Alors, bon, tous se présentent comme musulmans aujourd'hui, et en fait, j'ai découvert les mêmes traits géographiques, donc les mêmes caractéristiques chez tous les autres groupes d'artisans, que ce soit le travail de la peau, les menuisiers, alors, tous avaient des origines villageoises, et puis ils avaient dû bouger au moment de la guerre, et des relations matrimoniales très proches. Par contre, certains métiers ont bien disparu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un moment le pressage d'huile, on appelle ça un gannet. Et bon, des métiers comme ça ont disparu. Les métiers autour du coton, du tissu ont beaucoup disparu, la poterie aussi. Et voilà. Alors, ces gens, il existe une circulation de la main-d'œuvre, hein, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont perdu leur métier se retrouvent employés chez d'autres. Alors, par exemple, entre menuisiers, forgerons et même mécaniciens automobiles, il y a beaucoup d'échanges de main-d'œuvre. Mais de ces métiers-là vers, par exemple, le travail de la peau d'animaux, qui est lié avec l'élevage, la transformation, la boucherie, sont complètement différents. Et eux encore sont encore différents de ceux qui travaillent le coton et le textile. Donc il y a des grands ensembles comme ça, et on échange la main-d'œuvre à l'intérieur de ces ensembles. Mais il y a assez peu d'échanges entre ces ensembles-là. Et en fait, je ne rentre pas dans le détail, mais disons que c'est aussi lié historiquement à des rattachements religieux. C'est-à-dire que les menuisiers, forgerons, tous ceux qui travaillaient autour du milieu agricole étaient plutôt rattachés aux sikhs dans cette région-là. Tout ce qui était autour de l'animal, c'était les musulmans, et le textile et le coton étaient plutôt des réseaux hindous, donc des réseaux et des marchands hindous. Voilà. Alors dans les milieux de l'artisanat, tous sont organisés par groupes de frères et beaux-frères. Alors ils se distribuent les activités et selon leurs compétences et leurs moyens. Bon, on retrouve ça dans tous les milieux, et à partir de là, ils font des alliances matrimoniales qui contribuent à renforcer la position de certains frères à l'intérieur des clans. Je suis désolé, c'est un petit peu trop anthropologique là, mais c'est quand même important de comprendre les systèmes de parenté à l'intérieur de ces groupes. Voilà. Alors, bon, je passe un petit peu, c'est pas très grave. Alors, par exemple, le fils d'un blanchisseur qui avait voulu devenir forgeron m'a raconté que son frère aîné avait hérité des contrats de son père. Donc il ne pouvait plus faire blanchisseur, mais il a trouvé à se faire employer chez un maître forgeron. Et puis il avait une excellente maîtrise du travail, à ce que disait tout le monde. Et après un court apprentissage, il a voulu devenir un maître forgeron en louant son propre atelier et en utilisant l'argent de son beau-père qui était un prêteur sur le marché. Et quand il a voulu se mettre à son compte, il n'a pas pu décrocher aucun contrat avec les commanditaires agricoles, et il a dû abandonner. Et en fait, il a accusé, enfin, il considère que ce sont les autres maîtres qui l'ont empêché de rentrer dans la profession. Donc ça souligne deux choses, c'est qu'en fait, le clan professionnel il exclut ceux qui ne sont pas des leurs, mais en même temps, c'est ce qui leur a permis de traverser 30 années de crise. C'est-à-dire qu'il y a eu des crises économiques, les conflits, l'exil, au Pakistan notamment, et ils sont restés en relation,
à travers l'exil, ils ont appris, ils ont actualisé leur savoir, et quand ils sont revenus après 22 décennies, ils se sont tout de suite reconstitués sur le marché. Et c'est cette unité de clan qui est sévère pour ceux qui n'y sont pas, mais qui a permis qu'on maintienne justement ces compétences. Voilà. Et bon, l'autre chose, c'est que le deuxième point, c'est qu'un apprenti qui n'est pas du clan, bah justement, il est souvent exclu et on lui confie des tâches subalternes et il a presque aucune chance de pouvoir grandir dans la profession. Voilà. Alors, un professionnel qui n'a pas d'allié proche, là j'arrive à la fin, ou dont la profession a disparu, bah, il va trouver à se faire employer chez d'autres qui ont réussi, ou bien il tombe dans la catégorie des qu'on appelle des ridiwala, ceux qui ont des carrioles et qui vendent, on en a vu là sur les images, qui vendent des légumes, des fruits, un peu de tout dans la rue. Ou alors ils sont dans la catégorie des mazdours, c'est-à-dire de la catégorie des employés journaliers qui sont régulièrement au chômage et qui trouvent du travail souvent dans le milieu agricole. Alors, les activités, bien sûr, voilà, ça c'est des ridiwala, donc des gens qui n'ont pas une vraie activité quotidienne, quoi. Ils achètent leurs produits à des gros marchés, ils essaient de les vendre dans la rue. Mais bon, les municipalités luttent contre ces marchands-là. Donc, ils n'ont aucune solution économique, finalement. Et les autres, c'est les mazdours. Alors, les mazdours, on les connaît maintenant parce qu'ils se promènent avec des brouettes et ils remplissent des avenues entières et ils attendent un travail quotidien. Voilà. Alors bon, les professions dans les nouvelles technologies ont donné un peu d'activité à ceux qui n'étaient pas justement dans ces clans professionnels, mais bon, c'était aussi réservé à ceux qui étaient les plus introduits. D'autres sont mis à travailler dans la police, l'armée ou les services secrets, mais là aussi il fallait avoir des relations pour pouvoir y rentrer. Et bon, finalement, voilà, il y a une masse de gens qui se retrouvent au chômage parce qu'ils ne font pas partie justement de ces groupes professionnels. Voilà. Bon, je peux arrêter là en fait. Voilà. Du coup, ça inclut l'exclusion, ça inclut une partie de la population qui ne peut pas rentrer, je sais pas, si elle n'a pas des relations ou ne fait pas partie voilà. d'une famille, etc. Mais du coup, Voilà. de se la débrouiller. Alors c'est très cruel, hein, c'est vrai. Hein, moi je présente tel que je l'ai vu. Hein. Bon, c'est-à-dire que les artisans, mais c'est pareil dans le milieu agricole, hein, bah, ils vont privilégier d'abord ceux de leur groupe. Et bon, parfois ils sont très nombreux et eux-mêmes n'arrivent pas à les employer tous, donc ils vont les envoyer sur des activités diverses. Par exemple, certains vont aller chercher pour recycler du métal ou se déplacer, trouver d'autres activités. Mais les clans eux-mêmes sont assez fermés, quoi. Fermés au niveau professionnel et fermés au niveau matrimonial. Voilà. Et donc il y a une population de gens sans travail qui grandit. Voilà. Alors la municipalité, par exemple, moi j'étais en 2013, le maire a décidé, mais je pense que c'était dans toutes les villes d'Afghanistan, tout d'un coup de stopper tous les gens à carriole. Donc ceux qui avaient un petit moyen de gagner quelques sous, quoi, hein, se sont retrouvés tout d'un coup au chômage, enfin sans aucune ressource, quoi. Voilà, alors j'ai envie de dire, bon, presque on en arrive à la situation d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une situation économique catastrophique, mais
Tout ça, on pouvait le voir, quoi, presque. Enfin, on pouvait essayer de le comprendre, quoi. L'artisan, est-ce qu'il arrive quand même à se faire, effectivement, à avoir un revenu, mais au moins à survivre de son métier, ou est-ce que ça génère une meilleure croissance? Excellente question. L'artisan, moi je les ai interrogés sur la période avant la guerre. Ouais. Ils m'ont dit cette période-là, tu oublies, pour nous c'était très difficile. On avait des dettes, on n'en pouvait plus. La période après la guerre, donc la période voilà, après les talibans, on va dire, bah, ils sont devenus leurs propres patrons. Et donc ils gèrent leurs trucs et ils s'en sortent plutôt bien. Voilà. Tous les artisanats sur lesquels j'ai travaillé qui étaient plutôt déconsidérés, même s'ils ne sont pas bien considérés, hein, s'en sortent au niveau économique plutôt bien. Voilà. C'est, on va dire, plutôt les privilégiés. Les autres acteurs économiques, c'est les commerçants. Voilà, c'est les commerçants. C'est les commerçants qui décomptent sur les charrettes, peut-être.